Et merci beaucoup de nous avoir présenté la somme du discours du ministre de la Défense lors de son passage à Ouvira. Alors, messieurs, quant à ces, quels sont vos commentaires et critiques? Oui, par rapport à la première préoccupation, je pense que si nous étions dans un état sérieux, le vice-premier ministre et le ministre de la Défense devraient déjà présenter sa démission. Parce que regretter que l'argent destiné au Wazalendo n'est pas arrivé à destination et qu'il n'y ait pas de sanctions contre ce présumé détourneur de fonds de sécurité, cela montre déjà le caractère foncièrement corruptible du régime en place. Et cela ne devrait pas passer inaperçu. Alors, raison pour laquelle je considère cela comme une insulte à l'endroit du chef de l'État, qui est venu d'ailleurs représenter à Ouvira. Et donc, dès qu'il est arrivé à Kinshasa, il devrait présenter sa démission. Nous assistons à beaucoup de scandales financiers dans ce pays, mais j'estime que si on arrive même à détourner l'argent destiné à protéger l'intégrité du territoire national, c'est comme si on sciait la branche sur laquelle on est assis. C'est comme si on préparait en douceur sa propre chute. C'est comme si on préparait en douceur la chute de tous les pays, de toute la République. Et donc, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, devrait dire clairement qui a détourné cet argent et combien d'argent a été détourné. Voilà un peu ma réaction par rapport à la première préoccupation. En deuxième lieu, je regrette le fait que le vice-premier ministre et ministre de la Défense ait fait de l'amalgame au sujet de deux structures nettement contradictoires. D'un côté, nous avons la RAD, la Réserve armée de la défense, qui est une structure légale avec des bases juridiques et dont les animateurs, notamment au niveau national, doivent être nommés par ordonnance présidentielle, ce qui a été le cas. Le général Padiri, comme coordonnateur national de la RAD, a été nommé par ordonnance présidentielle. D'un autre côté, nous avons des groupes armés non étatiques, lesquels groupes armés n'ont eu l'appui d'aucun service de l'État pour défendre l'intégrité du territoire national. Ce sont des jeunes patriotes déterminés à défendre leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs enfants, leurs neveux, les sols et les sous-sols de leurs ancêtres. Ces jeunes-là n'ont pas attendu une quelconque organisation formelle pour défendre l'intégrité du territoire national congolais. Et grâce à leur intervention, on a sauvé de justesse les villes d'Uvira, Kalemi, Kolwezi, Lubumbashi et même Kindu. Et donc, les animateurs des structures informelles qui n'ont pas d'existence légale n'ont pas besoin d'avoir une ordonnance présidentielle. C'est pourquoi Justin Bitakwira a été désigné pour coordonner les activités de Wazalendo. Il faut inscrire donc les discours du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur dans le contexte politique qui prévaut au niveau national. À Kinshasa, il y a eu des consultations lesquelles sont de nature à aboutir à un gouvernement d'union nationale. Et donc, ce gouvernement qui a failli à ses responsabilités, je rappelle que c'est sous son mandat que le Congo a perdu deux grandes villes. Le Congo a perdu deux grandes villes et beaucoup d'autres entités sous son règne. Maintenant, il se connaît déjà, il se sait déjà défaillant et donc remplaçable au portefeuille de la défense nationale. Et donc, il faut qu'il commence à semer de l'amalgame, de la confusion dans le chef de la population, dans le chef de ces vaillants Wazalendo qui sont en train de défendre le pays en montrant qu'il y a des personnalités qui se considèrent comme le représentant de Wazalendo sans document. Et j'ai dit, ils n'ont pas besoin d'un quelconque document parce que le Wazalendo désigne une structure informelle qui n'a pas d'existence juridique. Et ça, lui, en tant que ministre de la Défense nationale, il devrait le savoir. Si ces jeunes se sont donnés corps et âme pour défendre le pays sans attendre une quelconque organisation, c'est parce que la RAD, qui est une structure formelle, était tout simplement caractérisée par le désordre et le manque de financement. Dans la ville d'Ouvira, par exemple,
nous avons au moins 3 personnes qui se considèrent comme les représentants du général Padiri. C'est déjà un désordre organisationnel. Dans la ville d'Uvira, par exemple, à part le petit bâtiment, sans mobilier, sans meubles, sans quoi que ce soit, il n'y a pas un personnel administratif qui est là pour gérer les choses, pour gérer les affaires courantes. Et donc, vous comprenez que devant un vide organisationnel, devant un manque de financement, les jeunes n'avaient pas d'autre choix que de s'organiser pour défendre les pays. Je les invite donc à ne pas prêter oreille attentive à ces discours divisionnistes du ministre de la Défense nationale. Parce que ces discours-là risquent de couper le pont entre ces jeunes Wazalendo ainsi que leurs leaders qui, et d'ailleurs, dans le temps, s'étaient déjà mobilisés pour défendre l'intégrité du territoire national. Et oui, alors, au sujet du démembrement, qu'en dites-vous, messieurs? Par rapport à la question du démembrement de certaines provinces de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a montré qu'il est pour le moment impossible d'y procéder parce que ça risque d'entamer l'unité nationale du pays, alors que nous faisons face à une guerre d'agression imposée de l'extérieur. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point. Effectivement, l'entreprise du démembrement de certaines provinces du pays ne peut pas intervenir pendant la période de guerre. Elle doit intervenir après la guerre. Maintenant, son deuxième argument m'a semblé peu solide parce qu'il s'est appuyé sur certains États étrangers qui sont en train de fusionner leurs provincettes afin de constituer des provinces un peu agrandies. Sur ce sujet, il n'a pas donné des exemples concrets pour montrer quelle est d'abord la superficie générale de ces États-là et quelle est la superficie moyenne de chaque province dans ces États-là. C'est ce qu'il devrait faire, c'est l'exercice normal et simple qu'il devrait faire pour nous convaincre par rapport à son avis. Et donc, si moi je prends l'exemple des États comme le Rwanda compte 26 338 km². Toute la République du Rwanda ne compte que 26 334, plutôt 338 km². Le Rwanda avait 11 provinces qu'il a ramenées à 5. Vous comprenez que les 11 n'étaient que des provincettes et même les 5 ne sont que des provincettes par rapport au Congo. Et donc, chaque provincette rwandaise compte 6585 km². Ça, c'est le cas du Rwanda. Prenons l'exemple du Burundi. Le Burundi, qui n'a que 27 834 km², compte 18 provinces. Et en moyenne, chaque province compte 1514 km². 1514 km². La Belgique. La Belgique, qui n'a que 30 688 km² comme superficie totale, elle a 10 provinces, c'est-à-dire 3069 km² par province. La Tanzanie est un cas un peu spécial. La Tanzanie a comme superficie totale 947 300 km², mais elle a 31 provinces. Et donc, chaque province tanzanienne compte 30 558 km². Enfin, on peut prendre l'exemple de la France qui a 551 695 km² répartis sur 18 provinces. Chaque province compte 30 650 km². Revenons maintenant au Congo. La RDC compte une superficie totale de 2 345 409 km². Si on divise cette superficie sur le nombre de provinces, c'est-à-dire 26, nous avons en moyenne 90 000 km² par province, en moyenne. Et donc, quelle est la conséquence? Nous avons des gouverneurs qui finissent leur mandat sans fouler leurs pieds dans certains des territoires constitutifs de leur province. Il finit son mandat sans avoir été dans certaines entités de sa province. La province du Sud Kivu, par exemple,
On a eu beaucoup de gouverneurs qui ont fini pratiquement leur mandat sans avoir été dans le territoire de Fizi, sans avoir été dans le territoire de Chabunda, sans avoir été dans le territoire de Mwenga. Ils peuvent se contenter de la province, plutôt du territoire d'Uvira et de la ville d'Uvira, rien que ça. Voilà. Et donc, avant de considérer le processus de fusion qui s'est déroulé dans d'autres États, il faut plutôt interroger quelle est la superficie de ces États-là et quelle est la superficie moyenne de chaque province dans ces États. Et donc, pour moi, je considère qu'il faut plutôt passer de 26 à 52 provinces en République démocratique du Congo afin d'éviter les problèmes des sous-administrations. Que le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale des anciens combattants a mal réparti les fonds qu'il a laissés à Uvira. Il devrait laisser 45 000 $ aux Wazalendo et répartir les 5 000 $ à d'autres causes sociales parce que ce sont ces Wazalendo qui sont en train de se battre pour défendre l'intégrité du territoire national. N'eût été les efforts déployés par ces Wazalendo, il ne foulerait pas son pied à Uvira parce qu'il ne foule pas son pied dans l'espace occupé par l'ennemi. Je félicite Justin Bitakwira parce que lui, il a mobilisé 15 motos et 1500, si on calcule 1500 par moto, ça fait 22 500 $ qu'il a mobilisé uniquement pour les motos afin de faciliter la mobilité des Wazalendo. Et là, sans compter des vivres et des non-vivres de par-dessus des Motorola, des appareils de communication qu'on appelle Motorola, etc., des riz, des haricots, ainsi de suite. Alors, j'aime l'information qui m'est parvenue. Il y a certains acteurs des groupes armés qui ne se sont retrouvés qu'avec 200 $. Et avec cet argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà donc que le ministre a raté l'occasion d'aider les Wazalendo. Malheureusement, il s'est donné dans un spectacle, je ne sais pas, populiste, au lieu d'appuyer ceux qui ont vraiment besoin de l'appui afin de défendre l'intégrité du territoire national congolais. Voilà. Alors, messieurs, venez de dire que le ministre de la Défense avait déploré le fait que l'argent qu'il avait décaissé au compte de Wazalendo ne leur pas été parvenu complètement. Et d'ailleurs, venez de condamner le fait que le ministre de la Défense n'avait pas pu mettre en état d'arrestation celui qui en était les responsables. Ça veut dire les détourneurs de ces fonds qui serviraient à la sécurité nationale. Alors, lorsque vous parlez des détourneurs, de qui il s'agit? Parce que quant à ça, les ministres de son côté n'étaient pas vraiment clairs. Oui, vous étiez dans la salle. Le ministre n'était pas précis, il était évasif. Il n'avait pas dit clairement les noms de ces présumés détourneurs. Et donc, moi, je ne travaille pas au ministère de la Défense. Je ne saurais pas les noms de ces détourneurs-là. Qui sait, nous sommes dans une république de toutes les possibilités. Peut-être qu'il avait donné cet argent à sa femme, à ses enfants ou à son petit frère. Alors, et en deuxième lieu, il ne faut pas confondre ou bien il ne faut pas donner crédit à tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent ça et là. D'un côté, vous avez vu des lettres d'indignation suivies des lettres de démenti. Vous avez vu des déclarations d'indignation vis-à-vis du passage de l'honorable Justin Bitakwira dans la ville d'Uvira et plus tard des lettres de clarification, des lettres de retrait de signature à certaines déclarations, ainsi de suite. Nous sommes donc dans une situation où il y a beaucoup d'agitation et ces agitations sont liées à deux aspects très importants. Le premier aspect, c'est l'ennemi qui est en train d'utiliser certains individus pour déstabiliser la cohésion à l'intérieur du groupe de Wazalendo, pour briser cette cohésion, ces ponts qui existaient déjà entre ces Wazalendo et leur coordonnateur provincial désigné par le chef de l'État en la personne de Justin Bitakwira Bionahaï. En deuxième lieu, il y a des agissements, des agitations à l'intérieur du palais même. Il y a des individus qui se pensaient inamovibles. Il y a des individus qui se croyaient attachés indéfectiblement aux côtés du chef de l'État, même s'il n'apportait rien de concret, même s'il n'apportait rien de spécial à la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui et qui voit la montée en puissance de Justin Bitakwira. Tous ces individus-là sont agités. Tous ces individus-là sont en train de multiplier des stratagèmes
pour salir la réputation de l'honorable Justin Bitakwira, à qui le chef de l'État fait confiance, en tout cas aujourd'hui. Voilà un peu les analyses que l'on peut faire de la situation que nous sommes en train de voir aujourd'hui. En tout cas, il faut faire attention. J'invite donc les Wazalendo à ne pas céder au charme de l'ennemi. J'invite les Wazalendo à ne pas céder au charme de l'ennemi, à ne pas céder aux sollicitations de tous ces individus-là qui ne pensent qu'en leur ventre pendant tout ce temps et qui aujourd'hui sont en train de se muer en donneurs de leçons et qui d'ailleurs n'avaient rien apporté à la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et donc, ce sont les vies de nos femmes, ce sont les vies de nos enfants, ce sont les vies de nos frères et sœurs, ce sont les terres de nos ancêtres qui sont en jeu. Et donc, nous devons rester unis et soudés. Mais messieurs, quant à la décentralisation de la province du Sud Kivu, donc faire de sorte qu'Ouvira soit un chef-lieu d'une province à part du Sud Kivu, ne pensez-vous pas que les ministres de Défense avaient raison dans la mesure où il avait démontré que les Congos n'y étaient pas encore préparés? D'ailleurs, il avait appuyé cette opinion par le fait qu'il y a certaines provinces où il n'y a pas même les bureaux des gouverneurs, où il n'y a pas une organisation similaire à une province, où il n'y a pas même des routes goudronnées. Est-ce que pensez-vous qu'il est important de continuer à augmenter d'autres provinces pendant qu'il y a celles qui ne sont encore pas prises en charge, messieurs? Oui, si le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants estime que certaines entités, certaines provinces ne décollent pas malgré les démembrements, bon, la raison doit être trouvée ailleurs à mon avis. Ces entités-là n'étaient pas développées avant le démembrement et elles ne se développent pas non plus après le démembrement. Ce n'est donc pas le démembrement qui bloque le développement de ces entités. C'est très simple à comprendre. Par contre, nous avons des cas qui prouvent que le démembrement peut booster le développement d'une entité. Il suffit de comparer par exemple la situation de la ville de Kalemi actuelle avec celle qu'on a connue avant le démembrement de l'ancien Katanga. Pareil aussi avec la ville de Kolwezi. Vous voyez, et donc l'idée du démembrement comme facteur de développement est réelle. Elle est réelle et si on ne démembre pas les provinces que nous avons, nous risquons de rester avec des entités moins développées. En plus, les raisons par rapport aux entités qui ne se développent pas par rapport au démembrement doivent être trouvées ailleurs, comme je venais de le dire tantôt. Il suffit de voir si les animateurs de ces institutions-là ne sont pas en train de verser dans la gabegie des ressources disponibles. Parce que si on dépense inutilement les ressources disponibles, comme le geste que le ministre lui-même vient de poser à Ouvira, montre qu'il est un mauvais gestionnaire. Alors qu'il est en train de gérer une situation d'insécurité, il prend les maigres ressources à sa disposition, il les partage entre plusieurs couches sociales qui n'apportent rien à la sécurité de notre entité. Et donc, raison pour laquelle, si on a des animateurs comme lui, à la tête d'une entité territoriale donnée, que ce soit une province, moi je pense que cette province-là ne peut pas avoir la chance de se développer.